Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous propose ce matin de suivre l'adoption d'une réforme, le projet de loi réussite et orientation des étudiants. Alors vous le savez, le Sénat a adopté hier soir ce texte, un texte qui supprime le tirage au sort après avoir prévu une meilleure prise en compte des débouchés. Alors le projet de loi vise aussi bien sûr à réduire le taux d'échec en première année de faculté. Il valide également la nouvelle plateforme d'inscription Parcoursup, accusée par la gauche, par l'opposition, de réinstaurer la sélection à l'entrée de l'université. Alors les sénateurs ont suivi leur rapporteur Jacques Grosperrin, sénateur Les Républicains, qui en commission a introduit un amendement destiné à définir les capacités d'accueil en licence en fonction du taux de réussite et de l'insertion professionnelle. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre ces débats, en particulier les débats autour de la mutuelle étudiante et de l'année de césure. Nous passons à l'article 3 avec deux demandes de parole. Monsieur Ouzoulias. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que nous sommes à peu près tous d'accord sur le bilan. Je n'y reviendrai pas. Et les propositions qui sont faites dans cette loi satisfont un certain nombre de nos exigences. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier qu'il y a des vrais problèmes de santé qui sont durs, qui deviennent de plus en plus durs. Et j'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a environ un tiers des étudiants qui ne se soignent plus, faute de moyens. Donc il ne faudrait pas imaginer qu'en supprimant le système spécifique de la sécurité sociale pour les étudiants, on supprime aussi ces problèmes qui vont rester pendants et qui réclament vraiment des mesures spécifiques et importantes parce que les étudiants multiplient les difficultés qui sont liées à leur situation, je l'ai dit, des salariés, très souvent dans des conditions immobilières précaires, conditions alimentaires précaires, et on arrive à la fin à faire que tout ça diminue de façon extrêmement importante la qualité de leur attention pour poursuivre leur cursus. Donc je comprends bien ce qui est proposé, mais il ne faut pas oublier la problématique de santé des étudiants qui est vraiment très particulière. Merci, chers collègues. Madame Grellet-Certenais. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, cet article modifie en profondeur le régime de la sécurité sociale applicable aux étudiants, tout en maintenant le rattachement au régime de protection maladie universelle réalisé par le précédent quinquennat. L'article supprime le régime actuel spécifique et la délégation de gestion du régime général par les mutuelles étudiantes. Les dysfonctionnements à répétition et les difficultés de gestion justifient la disparition du système actuel. En effet, ce régime, caractérisé par un manque chronique de moyens, accumule le retard de remboursement, d'envoi des cartes postales, des cartes vitales, etc. Qui de fait pénalise de nombreux jeunes quant à l'accès aux soins, fragilisant une population déjà en difficulté sur le plan du logement et de l'alimentation. Constat, les étudiants les plus modestes renoncent à se soigner. Les dernières enquêtes réalisées par les mutuelles étudiantes font état de 15 à 20% d'étudiants qui se détournent du système de santé pour des raisons financières, ce qui est intolérable. Au-delà du rattachement au régime général auquel nous souscrivons, je me réjouis de l'accent particulier porté aux actions de prévention et d'information sur les conduites à risque. L'éducation des jeunes, menée par leurs pairs, constitue un outil essentiel pour agir efficacement sur la santé des étudiants, aussi bien sur le sujet numéro 1 qu'est l'alcool, mais aussi les addictions en général, ainsi que la prévention des IST et plus largement la vie affective, la sexualité, le consentement. Telles sont les questions effectivement qui nous préoccupent. Les mutuelles étudiantes ont un vrai savoir-faire sur la prévention. Il était crucial qu'elles conservent cette expertise. Ainsi, les actions de prévention seront désormais destinées aux jeunes jusqu'à 25 ans, voire, nous l'espérons, jusqu'à 28 ans. Elles s'inscriront dans le cadre d'un programme annuel qui fera l'objet d'un bilan. Les organismes de gestion de couverture maladie, les mutuelles et les associations d'étudiants organiseront collectivement les actions de prévention et d'éducation à la santé prévues par l'article 4. Autre avancée notable à l'Assemblée et en commission des affaires sociales ici au Sénat, la composition du conseil de la Caisse d'assurance maladie est modifiée en y faisant entrer 2 représentants des associations d'étudiants. Par ailleurs, cette réforme supprimera la cotisation annuelle de 217 € et augmentera significativement
significativement leur pouvoir d'achat et leur capacité d'accès aux soins. Cela représente néanmoins un coût important pour la sécurité sociale évalué à 200 millions d'euros qui devra être pris en compte dans le cadre du prochain PLFSS. Nous serons très vigilants quant aux réels moyens alloués à cette prévention adaptée aux besoins des étudiants. Sous réserve de ces garanties, considérant que les actions de prévention sont préservées, nous voterons favorablement pour cet article qui est de nature à améliorer la vie quotidienne et la santé des étudiants. Merci. Merci, chers collègues. Donc, nous passons à l'amendement 20. Monsieur Ouzoulias. Oui, je voudrais simplement rappeler que lors du rattachement du régime social des indépendants vers le régime général, il y a eu un temps de latence imposée qui est de 2 ans. Et là, ce qu'on nous propose, c'est quelque chose d'immédiat. Donc il faudrait bien réfléchir et se demander si on a la possibilité, en aussi peu de temps, de fondre ces 2 régimes. Par ailleurs, comme notre Chambre est très sensible au pluralisme de la pensée, il nous semble que réduire la représentation des étudiants à 2 individus, c'était trop peu, et c'est pour ça que nous en proposons 5 dans l'esprit de cette maison. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. La Commission des affaires sociales a déjà porté de 1 à 2 le nombre des représentants des étudiants au sein du Conseil de la CNAM, suivant le même objectif de pluralisme que les auteurs de l'amendement. Passer ce nombre à 5 modifierait plus substantiellement l'équilibre du Conseil de la CNAM et entraînerait en l'état une surreprésentation des étudiants par rapport aux salariés et au reste des assurés. À défaut de son retrait, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement 20 rectifié. Merci. Madame la Ministre. Même avis ? Même avis, défavorable. Donc je mets aux voix Pardon, Monsieur Ouzoulias pour explication de vote. Oui, non, j'aimerais juste vous faire sourire en vous disant que cet amendement a résisté aux foudres de la Commission des finances, mais de justesse, parce qu'il trouvait que rajouter 3 bénévoles, c'était vraiment imputer trop largement le budget de l'État. Merci pour cette précision. Donc je mets aux voix l'amendement 20 avec un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 2 amendements identiques, le 42 bis, Madame Mello. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement propose d'associer les mutuelles étudiantes à la gouvernance de l'assurance maladie. Depuis un demi-siècle, les mutuelles étudiantes contribuent en effet à accompagner les étudiants dans leur accès à la sécurité sociale. Il est important que l'expertise acquise soit mise au service du nouveau régime d'assurance maladie auquel les étudiants seront attachés. Merci. Merci, chers collègues. Le même, il est défendu. Monsieur Lafond, merci. Pour le 60, donc l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Les mutuelles étudiantes ont bien entendu acquis une expertise en gérant depuis 1948 le régime de sécurité sociale étudiant. Toutefois, prévoir, en plus de la mutualité française qui y siège déjà, une représentation de ces mutuelles étudiantes au sein du Conseil de la CNAM, en tant que précédemment délégataire du régime étudiant, n'apparaît pas justifié. Cela n'est pas cohérent avec la réforme engagée par le projet de loi qui supprime précisément cette délégation de gestion. À défaut de leur retrait, la Commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements 42 rectifiés bis et 60 rectifiés ter. Merci. Même avis pour le gouvernement. Même avis. Est-ce qu'ils sont maintenus, Madame Mello? Non, je le retire. Retirés, ils sont retirés. Je vous remercie. Donc, plusieurs amendements là en discussion commune. Donc, le 43, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose d'intégrer c'est bien le 43, hein, c'est ça, oui. D'intégrer les mutuelles étudiantes, c'est la même chose, hein, dans le nouveau dispositif de prévention. Là, il s'agit de la prévention. Alors, je répète la même chose, et bon, il est bon de les intégrer dans le nouveau dispositif. Merci. Merci, Monsieur Lafond. Le 162 bis, c'est le même? Pratiquement. Le 30, Monsieur Ouzoulias. Défendu. Défendu. Le 21. Le 21 aussi. Tout à fait, excusez-moi. Oui, là, ce que nous proposons, c'est d'augmenter l'âge de 25 à 28. C'est simplement pour prendre en compte le fait
que les dispositions que nous allons voter, que vous allez voter, vont augmenter la durée de la scolarité. Moi, je compte environ 4 ans pour la licence, 2 ou 3 ans pour la maîtrise, 3-4 ans pour le doctorat. On arrive à 28-29 ans. Donc 25, c'est trop peu par rapport à ce que vous allez voter. Merci, cher collègue. Le 93 quater, c'est le même. Monsieur Canel est défendu. Défendu. Le 147, Mme Mello, c'est le même. Il est défendu aussi. Le 92 quater, Monsieur Canel. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement a un double objet. D'une part, assurer la cohérence et la coordination des actions de prévention et de pédagogie conduites par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie à destination des étudiants et celles conduites par les services communs dédiés à la prévention et à l'accompagnement social et sanitaire des étudiants relevant d'établissements publics d'enseignement supérieur. L'amendement prévoit d'autre part que la conférence de prévention étudiante, dont le fonctionnement et la composition sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de la Santé et du ministre en charge de l'enseignement supérieur, associe également la conférence des chefs d'établissement légalement reconnus. Merci, cher collègue. Le 44, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de développer au niveau régional une déclinaison de la stratégie nationale de prévention. Dans la nouvelle rédaction, cet échelon régional serait à privilégier à une division par université afin d'éviter les fractures territoriales et d'assurer un déploiement homogène des actions de prévention sur l'ensemble d'une région. Cet amendement propose que les mutuelles étudiantes soient chargées de conduire ces projets de prévention au niveau régional, compte tenu de l'expertise acquise depuis un demi-siècle et de leur légitimité auprès des acteurs de la santé étudiante. Merci, cher collègue. Le 163 bis, Monsieur Lafond. C'est la même idée que celui de Madame Mello, donc je ne développe pas plus. Merci. Madame Mello, le 157. Alors là, il s'agit d'assurer la cohérence et la coordination des actions de prévention et de pédagogie conduites par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie et celles conduites par les services communs dédiés à la prévention et à l'accompagnement social et sanitaire des étudiants relevant d'établissements publics d'enseignement supérieur. Il propose en conséquence que les conférences de chefs d'établissement soient associées à la conférence de prévention étudiante, dont le fonctionnement et la composition seront fixés par arrêté conjoint du ministère en charge de la Santé et du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Merci. Ne quittez pas le micro, chers collègues. Le 156. Je continue. Cet amendement vise à assurer la cohérence et la coordination des actions de prévention et de pédagogie conduites par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie et celles conduites, ça me paraît être la même chose, mais c'est pas au même alinéa, après l'alinéa 19, donc c'est la même chose. Il y avait l'alinéa 21 et l'alinéa 19. Merci, chers collègues. Donc, sur ces 11 amendements en discussion commune, Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Une première série d'amendements, le numéro 43 rectifié, 44 rectifié, 162 rectifié bis et 163 rectifié bis, consolide le rôle des actuelles mutuelles étudiantes en matière de prévention en santé. La réforme structurelle engagée par le projet de loi avec la suppression de la délégation de gestion dont bénéficient ces mutuelles ne justifie plus le maintien de leur mission générale de prévention qui pourrait supposer le maintien des financements associés. Ces amendements mettraient en cause la cohérence de la réforme du régime étudiant à laquelle la Commission des affaires sociales a apporté son plein soutien. Pour ces raisons, la Commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements numéro 43 rectifié, 44 rectifié, 162 rectifié bis et 163 rectifié bis. Une autre série d'amendements, numéro 21, 93 rectifié quater et 147 rectifié, élargit aux jeunes de 16 à 28 ans, au lieu de 16 à 25 ans, la cible des actions de prévention et de pédagogie en santé. La Commission avait approuvé l'élargissement de ces actions jusqu'à 25 ans au lieu de 23 ans, déjà acté par l'Assemblée nationale.
L'âge de 28 ans serait aligné sur l'âge limite du versement des bourses de l'enseignement supérieur et on peut tout à fait considérer que les thématiques de santé publique intéressant la jeunesse trouvent encore à s'appliquer au-delà de 25 ans. La Commission a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat s'agissant de ces 3 amendements identiques, numéros 21, 93 et 147. La dernière série d'amendements, numéros 30, 92 rectifiés, quater, 157 rectifiés et 156 rectifiés, souligne le rôle des services de santé universitaires dans la conduite des actions de prévention en santé en direction des étudiants. Ces précisions vont dans le sens souhaité par la Commission des affaires sociales, quand celle-ci a précisé le pilotage des actions de prévention en direction des étudiants, afin de conjuguer les objectifs généraux de santé publique et les spécificités de la vie étudiante. Il paraît également légitime d'associer la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur à l'organisation des actions qui seront conduites sur le terrain. La Commission a donc donné un avis favorable à l'amendement 92 rectifié quater de M. Quesnel, qui est plus complet que les 3 autres. Cela permet de satisfaire les amendements numéros 30, 157 rectifiés et 156 rectifiés. J'invite donc nos collègues, M. Ouzoulias et Mme Mélot, à bien vouloir les retirer. À défaut, l'avis sera défavorable. Merci, Madame la rapporteure, c'est clair. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur l'amendement 83 qui vise à rendre obligatoire la participation des mutuelles aux actions de prévention, c'est un avis défavorable puisque les étudiants sont libres de leur choix de complémentaire santé. Sur le 162, c'est un avis défavorable aussi pour les mêmes motifs. Sur le numéro 30, c'est aussi un avis défavorable puisque l'implication des services universitaires en matière de prévention des étudiants est déjà prévue dans un cadre plus adapté par la rédaction proposée en commission à laquelle nous souscrivons. Pour l'article 3 et les amendements, pour les amendements identiques 21, 93 rectifié bis et 147 rectifié, c'est un avis défavorable du gouvernement. Il y a actuellement 150 000 étudiants, majoritairement des doctorants, qui sont âgés de 25 à 28 ans, alors qu'il y a 2,5 millions de jeunes entre 25 et 28 ans. Donc il ne nous paraît pas raisonnable d'étendre cet âge jusqu'à 28 ans. Nous sommes déjà passés de 23 à 25, donc c'est défavorable. Pour l'amendement 92 rectifié bis, qui prévoit une conduite conjointe des actions des caisses et des services des universités et d'associer la conférence des chefs d'établissement à la conférence de prévention étudiante, c'est un avis favorable puisque effectivement nous comptions bien sûr associer les chefs d'établissement, donc on peut le rajouter si vous le souhaitez dans la loi. Pour le 44 rectifié, l'avis du gouvernement est défavorable, de même que pour le 163, puisque le programme de prévention ne doit pas être impliqué uniquement les mutuelles délégataires de la sécurité sociale étudiante, mais l'ensemble des mutuelles qui prendront en charge et bien sûr aussi les associations étudiantes. Merci Madame la Ministre. Et le 157 et 156, les deux derniers, c'est le 92 qui prend le pas, non? Oui. Voilà. Donc merci, merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix le 43 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 162, j'imagine, qui avait un double avis défavorable. Même vote. Donc il n'est pas adopté. Ensuite, nous avons l'amendement 30 pour lequel la Commission et le gouvernement demandaient de se rallier à l'amendement 92 quater, en tout cas qui leur paraissait plus complet. Est-ce qu'il est maintenu, Monsieur Ouzoulias? Il est retiré? Il est retiré. Et le 157 et le 156 sont retirés aussi, Madame Mélot, au profit du 92 quater, que je mets aux voix, qui a un double avis favorable. Pardon, je vais retourner dans l'ordre. Alors, bon,
je reviens dans l'ordre. Je suis rappelé à l'ordre par l'administration. Donc, je mets aux voix les trois amendements identiques 21, 93, 147 qui ont eu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Ils sont adoptés. Ensuite, l'amendement 92, qui a un double avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 44, avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 163, même vote, j'imagine, avec un double avis défavorable, commission-gouvernement. Et donc les 157 et 156 ont été retirés. Donc nous passons à l'amendement 164, Monsieur Lafond, retiré. Et l'amendement de la commission, Madame la rapporteure, ou Monsieur le rapporteur plutôt, le 201, qui est rédactionnel. Oui, c'est rédactionnel, ce sont les précisions. Madame la ministre, favorable. Donc, j'imagine qu'il est adopté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc, nous allons passer au vote sur l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 3 bis a été supprimé, mais il y a un amendement 122 de Madame Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vous ferai pas l'affront de lire mon amendement, dont je connais déjà l'issue puisqu'il s'agit d'un rapport. Et comme j'ai eu une leçon de notre présidente de commission, je n'ose même pas vous le décrire. Ceci étant, c'était sur l'application de la loi et notamment sur la question de l'application de la loi sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la santé des étudiants. Bien sûr, je le retire, mais ayons à l'esprit quand même qu'il faudra qu'on continue à être vigilant sur ce sujet. Merci, chers collègues. Nous passons à l'article 4 avec des prises de parole. Monsieur Ouzoulias, que je n'oublie jamais en fait. Oui, moi je voulais intervenir sur le problème du logement étudiant qui est absolument fondamental pour deux raisons. Parce que d'une part, c'est cher aujourd'hui. La moyenne d'un loyer mensuel pour un étudiant, c'est de 430 €, d'une part. Et d'autre part, il y a un manque criant de logements étudiants. Je vous prends simplement un exemple qui est celui de l'Académie de Grenoble, dans laquelle il y a le plus de logements par étudiant. C'est moins de 6 000 places pour 63 000 étudiants. Par ailleurs, comme vous le savez, les bibliothèques sont surchargées, les locaux des universités aussi, donc très souvent, l'appartement est finalement le seul lieu de travail. Quand on voit les conditions de précarité du logement étudiant, on se dit que nos étudiants sont bien vertueux pour que 80% d'entre eux obtiennent une licence. Parce que, vraiment, on leur fait aucun cadeau. Donc j'ai cru comprendre, Madame la Ministre, que vous souhaitiez engager un plan d'urgence de 80 000 ou 60 000, je ne sais plus, vous allez nous préciser exactement le chiffre de nouveaux logements étudiants. C'est une nécessité absolue. Absolue. Et notamment en région parisienne où le prix de l'immobilier fait que aujourd'hui c'est devenu quasiment impossible de se loger pour des étudiants. Et moi je peux vous donner les exemples de ma commune, Bourg-la-Reine, qui se trouve à côté de la Canale, où on voit des propriétaires logés dans des conditions sordides et épouvantables, des pauvres écoliers qui arrivent en prépa à la Canale et qui ne trouvent pas d'autre solution que de louer un bout de garage ou un cabanon de fond de jardin. Donc il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Gattolin, pour une prise de parole sur l'article. Non, finalement, non. Merci, Monsieur Gattolin, c'était court. Monsieur Hassani avait demandé aussi la prise de parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre,
Monsieur le rapporteur, chaque étudiant doit réussir dans la voie où il s'est engagé. C'est l'objectif de ce projet de loi, d'où la nécessité d'un vrai fléchage de la cotisation de 90 € sur les conditions d'accueil et d'accompagnement des étudiants. C'est essentiel pour leur succès à tous. Ça l'est plus encore pour celui des étudiants des Outre-mer. À Mayotte, la moitié de la population a moins de 17 ans. Réussir la formation de nos jeunes est un défi majeur. Le centre universitaire, qui n'est pas encore une université de plein droit, manque, il faut le dire, terriblement de moyens. Notre système est un peu particulier, on ne sait pas encore qui du vice-recteur ou du préfet sera le pivot de la réforme. Qui percevra cette contribution de 90 €? Il n'y a pas de crous à Mayotte même. Sa création permettrait d'avancer sur les problèmes cruciaux de logement, de transport, car les étudiants mahorais viennent de toute l'île et les navettes sont communes avec les scolaires, le matin et le soir à 17 h, rien d'autre. Il n'y a pas de service de restauration. Quant au suivi sanitaire, tout est à créer. Beaucoup d'étudiants du centre sont originaires de l'environnement régional de l'île. Les Mahorais viennent pour la plupart en France hexagonale. Ils y sont fortement incités en raison de manque de place dans les formations demandées, du peu de filières et du fait qu'ils ont les moyens de partir grâce notamment à leur bourse. Très peu choisissent la Réunion, saturée elle aussi. Confrontés à un choc culturel, à des difficultés matérielles, leur adaptation n'est pas facile. Le taux d'échec est très élevé. 16% des primo-étudiants parviendraient en seconde année. La ministre l'a dit ce matin. 90% échoueraient en année de licence. Les académies qui reçoivent en nombre les ultramarins ont prévu un minimum d'accueil, mais c'est très largement insuffisant. Il faut le renforcer, assurer un suivi sur le long terme avec des financements adéquats. Pour les étudiants des Outre-mer, nous sommes aujourd'hui à un tournant où l'on prend en compte la réelle dimension des choses et on investit à la hauteur des enjeux, ou bien on en reste là, renonçant à un égal accès aux étudiants sur l'ensemble du territoire français. Merci. Merci, chers collègues. Nous passons à l'examen des amendements sur l'article 4, le 41, Monsieur Ouzoulias. Oui, je ne résiste pas au plaisir de vous le présenter, car il s'agit d'offrir la gratuité complète de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et vous remarquerez l'efficacité de mon groupe qui a réussi à franchir le barrage de l'article 40 sur un sujet aussi considérable. Voilà. Deuxièmement, mes chers collègues, si vous le votez, ça permettra d'aller beaucoup plus vite sur le reste de la discussion et de nous empêcher de débattre du montant des exonérations possibles et des taux. Pour finir plus rapidement et se retrouver dans des lieux plus agréables, je vous souhaite vivement, je vous incite vivement à voter cet amendement. Je vous remercie. Mais le lieu est agréable, Monsieur Ouzoulias. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Et le Président est efficace également, parce que je crois qu'on n'a pas besoin de supprimer cet amendement. Le rythme est de bonne loi. Moi, je voudrais simplement dire qu'il me semble que ça ressemble à un amendement d'appel. C'est une intention qui est louable, généreuse, etc. Mais on votera en tout cas contre. On émet un avis défavorable. Madame la ministre, par identique, même avis. Donc, je mets aux voix l'amendement 41 qui nous aurait fait gagner du temps, mais avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 6 amendements en discussion commune, 2 identiques. Le 45, Madame Mello. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette fois-ci, il s'agit de proposer d'intégrer les mutuelles étudiantes
dans des actions de prévention et d'éducation à la santé prévues à l'article 4 du projet de loi, les intégrer au niveau des associations étudiantes, les associations favorisant l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lafont. Pour le 63, c'est le même, donc il est défendu. Le 200 de la Commission, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui vise à permettre aux établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur, à l'instar de plusieurs écoles supérieures d'art et de beaux-arts, de bénéficier du produit de la contribution prévue à l'article L. 841-5 nouveau. Merci. Le 48, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose d'ajouter à la liste des établissements susceptibles de percevoir la contribution des étudiants visant à améliorer l'accès et l'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles consulaires et les établissements d'enseignement supérieur consulaires. Le projet de loi prévoit en effet une contribution des étudiants visant à améliorer l'accès et l'accueil dans les établissements. Elle financera également les actions de prévention et d'éducation à la santé à destination des étudiants. Merci, Madame Mello. Vous pouvez rester debout, puisqu'il y a le 51 qui suit. Cet amendement propose d'intégrer les associations étudiantes représentées au sein de tous les conseils, et pas seulement du conseil d'administration, au sein des conseils de la formation et de la vie universitaire. Il vise à inclure ces associations dans la définition de la programmation des financements universitaires. Merci, chers collègues. Et enfin, le 71, Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Issu d'un amendement adopté en séance à l'Assemblée nationale, cette disposition prévoit la participation à la programmation des actions financières de l'ensemble des représentants des étudiants siégeant au sein de tous les conseils et non plus uniquement ceux siégeant au conseil d'administration. Or, il existe de très nombreux conseils au sein desquels siègent des représentants des étudiants. Il pourrait ainsi s'avérer complexe de tous les faire participer, à moins de créer un nouveau conseil pour cette programmation des actions financées par cette nouvelle contribution. L'exposé sommaire de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale évoquait uniquement les représentants des étudiants siégeant au sein des conseils de la formation et de la vie universitaire. Afin de ne pas complexifier la participation des représentants des étudiants, il est proposé de la limiter à ceux siégeant au conseil d'administration et au CFVU. Merci, chers collègues. Donc, je vais demander l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur 5 amendements, puisque le 63 bis a été retiré. Donc, il reste donc le 45, le 200, 48, 51 et 71. Alors, sur l'amendement 45 de Madame Mello, c'est un avis extrêmement défavorable, ainsi qu'au numéro 63, parce que rien ne justifie que les mutuelles soient financées par une partie de la contribution. Les cotisations existent justement pour cette raison. Donc, même commentaire pour le 63, donc de Monsieur Lafont. Les cotisations existent. Ah, il avait retiré. L'amendement 200 que je présente, donc il est avis favorable. Vous l'avez compris. Merci. Vous êtes d'accord avec vous-même? Je suis d'accord avec moi-même. Je ne suis pas encore schizophrénique. L'amendement 48 de Madame Mello et de Monsieur Maluret, donc la rédaction actuelle de l'article 4 cite les établissements mentionnés à l'article L. 753-1 du Code de l'éducation, soit les établissements créés par les chambres de commerce et d'industrie. Donc votre amendement est donc satisfait. Je vous invite à le retirer. Sinon, avis défavorable. L'amendement 51 de Madame Mello me paraît rien à ajouter à ce que nous avons dit en commission ces jours-ci. Donc je vous demande également de le retirer. Sinon, avis défavorable. Et enfin, l'amendement 71... je ne suis pas défavorable sur le fond, mais dubitatif, car beaucoup d'établissements concernés, justement, n'ont pas de CFVU. Donc c'est pourquoi la Commission demande à ce jour l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc sur l'amendement 45, c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que le rapporteur. Un avis favorable sur l'amendement 200.
Une demande de retrait sur l'amendement 48, puisqu'effectivement il est sans objet, les écoles consulaires ayant été insérées lors des débats à l'Assemblée nationale par un amendement. Idem pour l'amendement 51, puisque un amendement au 6e alinéa de l'article 4 lors des débats de l'Assemblée nationale a été adopté pour associer l'ensemble des organisations étudiantes et des représentants étudiants de l'ensemble des conseils. Et enfin, en ce qui concerne l'amendement numéro 71, effectivement, comme tous les établissements ne disposent pas d'un CFVU, mais seules les universités en disposent, nous proposons d'en rester à la rédaction actuelle qui permette de mieux associer l'ensemble des étudiants siégeant dans les conseils. Donc avis défavorable sur, défavorable, oui, sur le 71. Le 71 et du coup l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur sur le 71. Il est favorable également. Favorable. Défavorable, pardon. Défavorable, oui. Comme l'avis du gouvernement. Tout à fait. Alors, Madame Mello. Monsieur le Président, je vais retirer les 3 amendements, le 45 puisque la disposition a existé, et le 48 et le 51 puisqu'ils sont aussi satisfaits par d'autres amendements. Merci, Mme Mello. Donc je mets aux voix l'amendement. Pardon. Madame de Romédy retire aussi le 71. Donc il ne reste plus que le 200 de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous poursuivons avec le 123. Madame Robert? Non. Monsieur Caner. Monsieur Caner. Merci, Monsieur le Président. Permettez à l'ancien ministre des Sports d'avoir opéré un trou dans la raquette de l'article 4, Madame la Ministre. On nous affirme qu'en faisant économiser les quelques 217 € de frais d'inscription et les 5,10 € de cotisation de médecine préventive, les étudiants vont faire une réelle économie et bénéficier ainsi d'un accès moins cher aux soins. C'est juste. Cependant, parce qu'il y a un cependant, les étudiants de moins de 20 ans sont exonérés du versement de la cotisation annuelle de 217 € au régime étudiant d'assurance maladie. Il serait donc finalement injuste, paradoxal, de leur imposer le versement d'une nouvelle cotisation au tarif désormais de 90 €, conformément aux vœux de l'Assemblée nationale. Afin de maintenir donc cette gratuité pour les moins de 20 ans, nous vous proposons de ne faire acquitter la contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif qu'à partir de la 2e inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et ainsi préserver l'égalité entre l'ensemble des étudiants. Cette solution donc permettrait à la fois de ne pas augmenter les frais pour les étudiants entrant dans l'enseignement supérieur avant 20 ans et surtout, encore une fois, de maintenir l'égalité de toutes et de tous dès la première année, quel que soit leur âge. C'est une proposition de bon sens que vous soumet le groupe socialiste et républicain. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Peut-être une réponse à l'ancien ministre des Sports. Avec en basket, je pense que vous voulez marquer un panier à 3 points alors que c'est un panier à 2 points. Il faut vous rapprocher du cercle, en tout cas, parce que le calcul de gain de pouvoir d'achat doit s'apprécier sur la durée de la scolarité, parce qu'au bout de 3 ans, un étudiant aura acquitté, vous l'avez dit, 270 € de contribution étudiante, mais aura fait l'économie donc des 2 années de cette mutuelle qui disparaît, de 2 fois 217 €, donc ça veut dire 434 €. Donc le gain n'est pas négligeable et le pouvoir d'achat des étudiants est surtout préservé. Donc c'est un avis défavorable. Madame la ministre. Même avis. Défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement 123 avec un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 142 bis, Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement ne devrait pas poser de problème particulier puisqu'il s'agit de garantir que l'exonération de la nouvelle contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants instaurée à l'article 4 du projet de loi couvre l'ensemble des étudiants bénéficiaires d'aide. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. C'est d'ordre rédactionnel, donc favorable.
Favorable aussi pour le gouvernement. Donc, je mets aux voix le 142 bis avec un double avis favorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 25, monsieur Ouzoulias. Oui, c'est un vrai sujet que celui des doctorants qui sont là sortis des dispositions et qui vont donc être obligés de payer 90 € supplémentaires. Ça paraît peu pour vous, mais la problématique des doctorants dépasse largement ce montant. Et vous savez, parce que je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, que le nombre de doctorants baisse en France, alors que le nombre d'étudiants augmente, ce qui est un vrai souci pour notre pays, pour la recherche française, et aussi pour la vie scientifique d'une université, parce que les choses se structurent énormément autour des séminaires doctoraux qui apportent un souffle à l'enseignement et à la recherche. Et d'autre part, je voulais souligner le caractère paradoxal, ébouriffant même, d'une situation où il y aurait trop d'étudiants arrivant en première année de licence, alors que nous en manquons in fine au doctorat. Qu'est-ce qui se passe entre les deux pour qu'il y ait une telle évaporation? Et je ne comprends pas la position malthusienne du gouvernement qui va diminuer encore le nombre d'étudiants en licence. Je doute sincèrement qu'au final, on ait une augmentation de doctorants. Au contraire. Donc là, j'aimerais avoir des éclaircissements de la ministre sur ce point et lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire d'un point de vue politique pour que la courbe se redresse et que enfin nous ayons un peu plus de doctorants chaque année. Parce que, encore une fois, ce qui est en jeu, c'est la recherche française. C'est un point tout à fait fondamental. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission? Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut envisager aussi l'objectif vis-à-vis de l'ensemble, en tout cas, de la scolarité, sur la durée de la scolarité. Parce que le gain de pouvoir d'achat lié à la suppression, elle doit véritablement s'apprécier sur cette durée. Or, ils en ont bénéficié pendant le premier et le deuxième cycle. Je vous rappelle que, même si je suis favorable à cette contribution de 90 €, auparavant, il y avait 3 types de contributions et les doctorants devaient payer, régler 150 €. Donc c'est une cotisation unique, donc je ne suis pas persuadé que les doctorants sont perdants vis-à-vis de cela, d'autant que vis-à-vis des explications que j'ai pu donner tout à l'heure sur la sécurité sociale étudiante, je pense qu'ils sont plutôt privilégiés. En tout cas, je pense que la solution la plus actuelle est très équilibrée et de manière générale, réduire l'assiette de la future contribution en multipliant bien sûr les exonérations ne me paraît pas souhaitable et c'est pour ça que j'émets un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un avis défavorable car on ne peut pas avoir de rupture d'égalité devant les charges publiques. Merci. Donc, Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Non, moi j'ai posé une question, Madame la Ministre, sur les doctorants et je n'ai pas eu de réponse. C'est un point fondamental. Il faut que vous nous expliquiez quelle politique vous allez mettre en place pour inverser la courbe et faire que, de nouveau, il y ait plus de doctorants qui sortent avec des thèses. C'est absolument fondamental. Et encore une fois, si votre projet de loi n'est pas un projet qui vise simplement à régler un problème comptable pour la rentrée, mais porte une conception générale de l'éducation, vous devez nous répondre sur ce qui constitue la dernière étape de tout un cursus, c'est-à-dire le doctorat. J'entends bien ce que nous dit notre rapporteur, Monsieur Grosperrin, mais sincèrement, il y a des enjeux qui sont majeurs et on doit réfléchir tous ensemble pour se demander qu'est-ce qu'on doit mettre comme mesure en place pour favoriser l'accès des lycéens au doctorat et ensuite au grade de docteur. C'est un vrai problème. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 25 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 26, Monsieur Ouzoulias. Non, Monsieur Gay.
Merci Monsieur le Président. Nous le disions avant, le gouvernement a omis dans son calcul la part des étudiants n'étant pas rattachés déjà aujourd'hui au régime étudiant de sécurité sociale. Parmi ceux-ci, il y a les étudiants salariés qui composent entre un tiers et la moitié des effectifs étudiants qui peuvent déjà être rattachés au régime général. Cette situation, il est vrai, emporte des complications puisque le quota de 150 heures trimestrielles ou 600 heures annuelles de travail n'est pas toujours respecté. Ainsi, un certain nombre d'étudiants se retrouvent à cotiser aux deux caisses, ce qui peut occasionner des difficultés de remboursement. Mais il ne s'agit pas ici d'un vide juridique ou d'une disposition inadaptée, mais d'une mauvaise application des textes existants. De fait, en faisant respecter la loi, les étudiants salariés rattachés au régime général devraient déjà être exonérés de la cotisation au régime étudiant. Et, toujours dans ce cadre, la contribution unique que vous créez revient in fine à une augmentation brute des frais d'inscription de l'ordre de 70 € si on prend en compte la part des droits d'inscription allant au FSDIE. L'ambition annoncée du gouvernement d'augmenter le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur et d'améliorer leur pouvoir d'achat prend un sacré coup quand la moitié la plus précaire des étudiants va voir ses frais d'inscription augmenter de 85 € par an. À noter par ailleurs que la période de règlement de la contribution, le mois de septembre, est par ailleurs un temps de l'année particulièrement chargé financièrement. Comptez 2 ou 3 mois de loyer en général pour l'obtention d'un appartement, plusieurs centaines d'euros de fournitures universitaires allant du matériel de prise de notes aux livres universitaires, en passant par les cartes de transport et autres frais annexes. Ajoutez à cela des allers-retours dans le cadre d'une mobilité pour visiter des appartements et organiser le déménagement, et vous comprendrez aisément que la période se prête mal à une augmentation de presque 100 € des frais d'inscription. C'est dans ce cadre qu'il est proposé d'exonérer de contribution unique les étudiants et étudiantes salariés qui ne peuvent pas se targuer d'économies du fait de la suppression des cotisations sociales. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement auquel je donnerai un avis défavorable parce que c'est compliqué de savoir si les salariés de manière permanente durant toute l'année, si les salariés de manière temporaire durant l'été. Et puis de plus, je pense qu'il faut être contre tout ce qui peut limiter la contribution, en tout cas au niveau social, au niveau de la contribution sociale. Voilà, il faut essentiellement voter contre. En tout cas, ça sera mon avis. Donc, vis-à-vis de tous les amendements qui imitent l'assiette de la contribution, donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il ne faut pas confondre. L'objectif n'est pas de réduire la cotisation sécurité sociale de 217 à 90 €, mais bien de mettre en place une contribution générale à la vie étudiante qui prenne en compte les aspects socio-culturels, sportifs, prévention et santé. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire de rupture d'égalité devant les charges publiques, et je tiens à signaler que vous avez vous-même remarqué que cela signifierait que dans le PLFSS, il y aurait 200 millions d'euros supplémentaires à trouver pour la prise en charge des étudiants, et que globalement, cette contribution à 90 € va permettre d'avoir un fonds de 100 millions d'euros au niveau global pour mettre en place des actions au service de la vie étudiante. Et c'est donc bien 100 millions de pouvoir d'achat qui sont rendus aux étudiants chaque année à compter de la rentrée 2018, conformément à l'engagement du Premier ministre. Merci. Merci, Madame la ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 26 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 27, Monsieur Ouzoulias. Oui, l'Assemblée nationale a proposé une harmonisation des taux à la hausse. Nous la proposons à la baisse, donc sur le taux le plus faible, c'est-à-dire 60 €. Voilà. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable parce que j'ai plutôt le sentiment aussi que de baisser la contribution, ça ne participera pas à tout un ensemble d'actions du logement étudiant, vis-à-vis des actions culturelles, sociales, sanitaires, etc. Certains même s'étaient interrogés sur une uniformisation à la hausse.
j'ai le sentiment que 90 € ne suffiront pas à proposer peut-être l'ensemble des actions qui ont été mises en place à ce jour, ou qui seront mises en place à ce jour. Donc je pense que ça serait dangereux de descendre ce montant, et c'est pour ça que l'avis sera défavorable. Madame la ministre, même avis. Donc je mets aux voix l'amendement 27 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors 5 amendements en discussion commune. Le premier de la Commission, le 199, monsieur le rapporteur. Donc c'est une modification rédactionnelle. Rédactionnelle. Ensuite le 124, c'est madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, il convient de s'assurer que la part de produit de la contribution versée à chaque établissement, puisque donc c'est le Crous qui va avoir le soin de répartir les différentes cette contribution en fonction du nombre d'étudiants dans chaque établissement. Eh bien, il suffit de s'assurer que cette part sera bien utilisée pour financer les actions relevant du périmètre de la contribution et non pour d'autres actions ou d'autres choses. Je pense que c'est important qu'à côté des études, le développement culturel, sportif des étudiants soit bien pris en compte, et il s'agit simplement de bien s'assurer que les universités joueront le jeu. Je n'en doute pas, mais je pense que c'est mieux de le dire. Merci madame Robert. Le 120. Alors j'ai 3 amendements identiques. Le 125, c'est madame Lepage. Oui, merci Monsieur le Président. Nous souhaitons revenir ici encore sur les conditions d'affectation de la contribution. Le présent amendement a pour objet d'assurer davantage la transparence des critères de répartition du produit de la contribution fixés par décret, en associant à leur définition les présidents et directeurs d'établissement par le biais de leurs conférences légalement reconnues. Le projet de loi prévoit que les centres régionaux des œuvres universitaires, les CROUS, qui auront collecté le produit de la contribution, devront pour partie le reverser selon une clé de répartition entre catégories d'établissements. La part du produit allouée à chaque catégorie d'établissement sera déterminée en fonction des effectifs et du nombre de sites d'implantation. Les autres critères de répartition devraient être déterminés par décret. Ressource essentielle pour les établissements, le produit de cette contribution servira notamment à financer les services de médecine préventive, les services de sport et les activités culturelles universitaires. C'est pourquoi l'amendement prévoit que le décret fixant la part du produit alloué aux différentes catégories d'établissements soit pris après avis des conférences de chefs d'établissement légalement reconnus aux articles L233-1 et L233-2 du Code de l'éducation. Merci, chers collègues. Donc, des amendements identiques. Le 153 bis, Mme Mello. Il est défendu, Monsieur le Président. Défendu, merci. Le 161. Oui, Monsieur Paco. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je remplace au pied levé notre ami Pied Noir qui doit être dans son TGV et qui nous regarde. Comme mes 2 collègues précédents, effectivement, nous souhaiterions que l'avis des conférences des chefs d'établissement et de l'enseignement supérieur soit inséré dans l'alinéa. Le but est simple, c'est que leur avis est évidemment précieux, puisque ce sont des professionnels particulièrement reconnus, mais cela leur offrira aussi la possibilité d'anticiper leur budget, puisqu'ils auront des informations sur la répartition de la contribution en amont, et ça facilitera forcément leur travail. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission donc, sur les 4 amendements qui ne sont pas au-delà du 199. Bon, le 199, bien sûr, vous avez compris, favorable. En ce qui concerne l'amendement 124 de Madame Sylvie Robert, cette précision, elle ne semble pas utile parce qu'il convient de laisser aux établissements, bien sûr, et aux représentants des étudiants une certaine autonomie sur l'emploi de ces fonds. Donc, c'est un avis défavorable. Pour l'amendement 125 de Madame Blondin, identique aux amendements 153 et 161, je tiens à vous rappeler quand même que c'est normalement au Conseil d'État que l'on demande un avis préalable. Donc il serait assez inédit que les intéressés donnent formellement un avis préalable à l'édiction du décret qui fixera les critères de répartition du produit de la contribution dont ils bénéficient. Donc avis défavorable.
pour les 3 amendements. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement 199, c'est donc un avis favorable. Sur l'amendement 124, c'est un amendement qui me semble satisfait puisque le 5e alinéa de l'article 4 dispose de manière explicite et limitative à quelles actions peut être utilisée cette contribution. Et toutes ces actions relèvent du périmètre de la vie étudiante. Donc, il serait illégal d'utiliser le produit de cette contribution à toute autre nature. Donc, je demanderai un retrait, sinon défavorable. Pour l'amendement 125 et les amendements suivants, je tiens à préciser que ce qu'on appelle les conférences des directeurs d'établissement sont des associations auxquelles les établissements adhèrent ou n'adhèrent pas. Elles représentent donc la conférence, mais en aucun cas l'ensemble des établissements. Et la façon dont nous procédons, c'est en général plutôt de réunir et de discuter avec l'ensemble des chefs d'établissement et pas forcément uniquement avec les représentants des conférences. Ça me paraît extrêmement important que, effectivement, cette discussion ait lieu. Et ça me paraît aussi extrêmement important que les financements aillent aussi de manière fléchée sur les établissements qui s'engagent, par exemple, à créer des centres de santé. Et ça, c'est évidemment pas la conférence des présidents d'établissement ou la conférence des chefs d'établissement qui sera capable de s'engager pour le compte d'un établissement à créer un centre de santé. Donc c'est pourquoi l'avis sur ces 3 amendements est un avis défavorable, puisque ce ne sont pas avec les conférences que nous aurons ces discussions, mais bien avec les représentants légaux des établissements. Merci, Madame la Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 199 de la Commission, qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et il fait tomber les 4 autres amendements puisqu'il a réécrit les alinéas de 14 à 16. Donc les autres amendements 124, 125, 153, 161 tombent. Donc je mets aux voix l'article 4 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté et mes chers collègues, à la demande de Madame la Ministre, je vais suspendre la séance pour 15 minutes. La séance est reprise. Donc, après l'article 4, l'amendement 72, c'est Madame de Romédy qui nous le présente. Merci, Monsieur le Président. La nouvelle contribution instaurée à l'article 4 vise notamment à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. S'il existe dans le Code de l'éducation un titre sur les activités péri-universitaires, sportives et culturelles au sein du livre de la vie universitaire, il convient de noter que ces 4 articles ne concernent que la pratique du sport. Il est donc proposé de scinder ce titre en 2 chapitres afin de réaffirmer le soutien des établissements de l'enseignement supérieur aux pratiques des activités culturelles. Les associations culturelles n'ont pas attendu une base législative pour exister au sein des universités, mais leur consécration dans le Code de l'éducation permettrait de clarifier les possibles mutualisations avec des collectivités territoriales, par exemple. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. L'avis de la Commission est simple, ça vient d'être dit. Ils n'ont pas attendu une consécration, en tout cas une base législative. Si bien sûr nous sommes tous pour les activités culturelles au sein des universités, je pense qu'il n'y a pas besoin de cette base législative, donc l'avis est défavorable. Merci Madame la Ministre. Ou retrait. Même avis. Avis défavorable. Il est maintenu? Oui, il est retiré? Il est retiré, donc nous passons à l'article 5, l'amendement 177, Monsieur Paco. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement est lié donc effectivement à la fameuse année de césure. Nous proposons donc, au nom du groupe des Républicains, de compléter l'alinéa 2 par une précision afin d'acquérir des compétences en lien direct avec sa formation ou ses projets professionnels. Le projet de loi initial, tout en donnant une valeur législative à l'année de césure, précisait les finalités et les modalités d'organisation de celle-ci.
la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a renvoyé l'ensemble de ces précisions à un décret dans un souci de mieux légiférer. Nous approuvons cette démarche. Cependant, afin d'éviter que ce projet d'année de césure soit dévié de sa finalité première, nous estimons utile d'inscrire dans la loi que seule la recherche d'une insertion professionnelle réussie doit motiver la réalisation d'une année de césure qui, en fait, ne doit pas être une année sabbatique. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Alors, si je suis globalement en phase avec l'esprit de cet amendement, ce dernier me semble inutilement restrictif, d'autant que la césure est soumise à l'accord du chef d'établissement. Sur le fond, je ne suis pas défavorable à ce que la césure permette une autre activité, à l'instar de l'engagement dans la réserve opérationnelle qui avait été proposé ou soulevé par l'amendement 149 de Mme Jourda. Mais l'autonomie des établissements, on revient sur l'autonomie à laquelle nous sommes ici quand même toujours très attachés, passe par leur confiance. Faisons confiance aux chefs d'établissement qui seront jugés du bien fondé des demandes de césure. Donc c'est soit une demande de retrait ou soit un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement soit une demande de retrait, soit un avis défavorable, car les années de césure existent déjà. Elles permettent aux étudiants soit de réaliser un engagement personnel, soit effectivement d'avoir plus d'informations sur leur futur projet professionnel et de pouvoir ainsi le mûrir. Et je rappelle que dans tous les cas, les années de césure font l'objet d'un contrat avec les établissements dans lesquels les étudiants restent inscrits. Il ne s'agit donc pas d'une année de coupure ou d'interruption dans ces études, mais ça fait bien partie d'un projet qui est validé par l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit. Donc retrait ou défavorable. Merci. Merci. Monsieur Paco, il est retiré ou pour explication de vote? Pardon, excusez-moi. Je vais le retirer. Cependant, je note avec intérêt que l'avis des chefs d'établissement, dans ce cas, est particulièrement utile. Donc, ça aurait été bien qu'il le soit aussi dans d'autres cas. Merci, chers collègues. Donc, nous passons à l'amendement 28. Monsieur Ouzoulias. Oui. Moi, je voulais réagir à nos propos de M. Paco et je voulais lui demander si aller s'occuper d'un hôpital qui soigne les pestiférés à Madagascar, c'est une bonne insertion professionnelle. On est d'accord ? Bon. Donc, il ne faut pas ramener toute l'existence humaine à un problème de profession et de cadre professionnel. Je crois que c'est vraiment limiter notre humanité à peu de choses. Je voulais intervenir maintenant pour défendre notre amendement et vous dire, parce que je crois que vous avez pris un engagement en ce sens, Madame la Ministre, à l'Assemblée nationale, que pour les élèves boursiers, l'année de césure, c'est compliqué à organiser. Donc nous vous proposons, et je crois que c'est l'engagement que vous avez pris à l'Assemblée nationale, que la bourse continue de leur être versée pendant cette période, parce que c'est important, sinon ça les prive complètement du dispositif. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Eh bien, ici aussi, la précision que vous souhaitez apporter me semble utile, ne me semble pas utile en tout cas. Parce que le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le maintien ou non pendant la période de césure des bourses se fera dans des conditions de droit commun. Donc, outre qu'elle est superflue, la précision que vous souhaitez ajouter tendrait à complexifier, à brouiller les règles en matière d'aide aux étudiants, et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Oui, Madame la Ministre. Oui, effectivement, c'est le même avis pour les mêmes motifs, puisque effectivement, comme il s'agit bien d'étudiants qui, une fois de plus, sont inscrits dans leurs établissements et qui bénéficient d'une convention à ce titre, ils sont dans les critères communs de traitement des boursiers. Et il n'y a donc pas besoin de rajouter cette mesure dans la loi. Merci, Madame la Ministre. Donc, l'amendement 28, je le mets aux voix avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 35, toujours Monsieur Ouzoulias. Mais justement, l'amendement 35, il vise à préciser par cette convention
Donc entre l'étudiant et l'équipe pédagogique, ce sur quoi pourrait porter cette année de césure. Et je pense que ça remplit parfaitement ce que nous demandait notre collègue Paco, sous une forme qui me semble être beaucoup plus acceptable par l'ensemble de cet hémicycle. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La précision apportée par le présent amendement ne semble pas nécessaire parce qu'il s'agit surtout d'une modalité d'application du présent article. Elle relève déjà du niveau réglementaire. La circulaire actuellement en vigueur le prévoit déjà et il n'y a aucune raison à l'inscrire dans la loi, donc ça sera un avis défavorable. Madame la ministre. Effectivement, il me semble que cette précision n'est pas du niveau législatif puisque c'est prévu comme cela. Donc je dirais sagesse. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 35 avec un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 178, monsieur Paco. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Alors, une toute petite précision, chers collègues Ouzoulias, je ne suis pas obsédé par les problématiques professionnelles et le petit alinéa que je souhaitais ajouter, je vous le relis, afin d'acquérir des compétences en lien direct avec sa formation ou ses projets professionnels. Aller travailler dans un hôpital peut faire partie d'une formation spirituelle ou autre. En ce qui concerne l'année de césure, il serait bon qu'elle puisse faire l'objet d'un espèce de bilan, de rapport d'étape, et c'est l'objet de l'amendement que je vous propose, en complétant l'alinéa 2 par un bilan de l'expérience acquise par l'étudiant dans ce cadre peut être réalisé en cours d'année à la demande de l'établissement. Ça permettrait aux jeunes aussi de se poser et de voir où il en est. Donc c'est un amendement très simple et qui, à mon avis, pourrait satisfaire tout le monde. Monsieur le rapporteur. Merci, Président. C'est vrai que ce n'est qu'un point d'étape entre l'établissement et l'étudiant qui doit être mis en place au moment de la césure. L'intention est louable, mais cet amendement est dépourvu de portée normative en ce qu'il ne crée qu'une faculté dans l'application des dispositions du présent article. Il a surtout un avantage ou davantage sa place dans une circulaire que dans cet article. C'est une disposition de nature réglementaire qui va à l'encontre de notre préoccupation de simplifier le droit. Donc pour toutes ces raisons, je vous invite, Monsieur Paco, de retirer votre amendement ou je mettrai un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, effectivement, comme pour l'amendement précédent, en fait, c'est une précision qui ne relève pas du législatif, puisque ça fait partie notamment de la convention qui est passée entre l'établissement et l'étudiant en année de césure, qui peut prévoir d'ores et déjà qu'il y ait des bilans intermédiaires, et donc ça dépend vraiment du projet de l'étudiant qui est validé dans le cadre de cette convention. Donc je mettrai aussi une demande de retrait, sinon défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Paco. Je vais me ranger à l'avis sage de l'honorable rapporteur et donc retirer, en espérant quand même que les conventions, pas de façon obligatoire, mais tiennent vraiment compte de cette possibilité qui, à mon avis, peut être utile pour tout le monde. Merci, donc il est retiré. Nous passons à l'amendement 149. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement entend participer à la promotion de la réserve militaire en incitant les étudiants qui souhaiteraient suspendre temporairement et pour une durée maximum d'une année leurs études à s'y engager. Jeunes et disponibles, ils sont une ressource précieuse pour la réserve militaire. Le rapport annexé à la loi de programmation militaire actualisée par la loi du 28 juillet 2015 appelle expressément pour rénover la réserve opérationnelle à un effort prioritaire en direction de l'enseignement supérieur. Il indique que des partenariats devront être conclus avec les grandes écoles et les universités afin d'encourager les étudiants à souscrire un engagement à servir dans la réserve et de leur faire effectuer leur formation militaire à l'occasion d'un semestre ou d'une année de césure.
Cet engagement sera valorisé dans les parcours de formation des étudiants et des accès privilégiés aux bourses et aux logements étudiants seront mis en place. Certains établissements d'enseignement supérieur méconnaissent les activités exercées par des étudiants dans la réserve militaire, alors même qu'ils valorisent couramment d'autres formes d'engagement, activités associatives, volontariat de service civique. La politique de partenariat sus-évoquée a déjà été engagée, mais trop peu d'établissements ont signé une telle convention, 4 seulement à ma connaissance. D'où la nécessité d'un rapprochement entre le monde de la défense et de l'enseignement supérieur. C'est l'objectif de cet amendement incitatif qui reprend une des préconisations du rapport que j'ai commis avec notre collègue Jean-Marie Bockel en juillet 2016, Garde nationale, une réserve militaire forte et territorialisée pour faire face aux crises. Au moment où le président de la République relance les débats sur le service national universel, même si nous ne pouvons établir dans la loi une liste exhaustive des possibilités offertes aux étudiants lors de leur année de césure, je vous demande d'y inscrire cette orientation forte, citoyenne et républicaine qui me semble avoir toute sa place dans le contexte national qui est le nôtre. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable à cet amendement, moins sur le fond que du fait de sa nature réglementaire. De plus, les articles L 611-10, 611-11 du Code de l'éducation issus de la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 permettent déjà des aménagements de scolarité en faveur des réservistes opérationnels. Donc, je vous demande de le retirer ou ça sera un avis défavorable. Oui, le même avis pour le gouvernement. Il est maintenu ? Oui, il est maintenu, donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Monsieur Ouzoulias. Non, trop tard, c'est fait, mais on peut jouer aussi à Chifourmi, hein, si vous voulez. Un peu plus de sérieux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, vous nous avez présenté dans un premier temps votre loi comme un texte technique qui était destiné à assurer la rentrée. Vous nous avez expliqué parallèlement que tous les moyens étaient disponibles pour accueillir tous les bacheliers qui souhaiteraient poursuivre leur parcours dans le supérieur. Et notre discussion, fertile, comme toujours au Sénat, nous a permis de dépasser vos attendus pour nous poser la seule vraie question qui compte, c'est qu'est-ce que nous mettons comme politique publique en place pour satisfaire le désir légitime de savoir de tous ces étudiants, ce qui est pour nous une chance et pas un fardeau. Au fil de nos discussions, vos intentions non assumées sont apparues plus clairement. Vous mettez tactiquement à profit les inquiétudes légitimes à propos du système APB pour avancer un projet libéral qui déplace le centre de gravité de notre système universitaire de l'étudiant vers l'université. Ce sont maintenant les universités qui choisiront leurs étudiants. Et pour ce projet radical, vous avez trouvé ici le renfort de la majorité sénatoriale qui n'a pas vos pudeurs lexicographiques et salue votre loi comme une étape essentielle dans l'instauration de la sélection. Je suis certain que la CMP vous donnera une majorité pour que cette loi puisse être votée dans l'urgence. Nous affirmons une nouvelle fois notre opposition à la sélection, qui est contraire à notre idéal républicain, concrètement, en appliquant par anticipation la loi et en demandant aux universités de la mettre en œuvre sans moyens nouveaux, vous compromettez gravement les conditions de réalisation de la rentrée prochaine. Par ailleurs, l'inversion des normes que vous avez provoquée par le fait de promulguer un arrêté avant le vote de la loi jette une suspicion de principe constitutionnel sur votre loi dont le Conseil aura à se prononcer. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Gattolin, pour explication de vote.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le groupe La République En Marche souhaite tout d'abord féliciter la ministre et son équipe pour le travail qui a été effectué dans le cadre de l'élaboration et de l'examen de ce projet de loi. Nous souhaitons, et je souhaite personnellement, saluer le travail qui a été réalisé par le rapporteur, Monsieur Jacques Grosperrin. Le Sénat a ici démontré sur ce texte, une fois de plus, son rôle important dans l'élaboration de la loi, en étant force de proposition et en menant des débats, il faut le dire, d'une grande hauteur. Une refonte, nous le savons, de notre enseignement supérieur est nécessaire et c'est le sens du texte qui a été initialement présenté avec ses axes majeurs de réforme que je rappelle brièvement, une meilleure coordination entre le lycée et l'enseignement supérieur, un accompagnement personnalisé vers la réussite et une amélioration de la condition de vie de nos étudiants. Alors, il faut bien le dire, des désaccords de fond ont été exprimés. Il est clair que nous avons une approche différente sur le sujet. Pour ma part, je reste persuadé que pour résoudre le problème de ces étudiants mal orientés, se retrouvant en échec scolaire dès la première année universitaire, la solution pragmatique apportée par ce projet de loi est la meilleure. En renforçant l'information et en laissant le dernier mot sur le choix d'orientation aux étudiants, elle donne la possibilité de construire un vrai projet de vie. En outre, en décloisonnant les voies de formation, en créant davantage de passerelles, elle permet aux étudiants d'améliorer leur parcours. Par ailleurs, un dialogue avec les chefs d'établissement dans l'affectation des étudiants et le rôle régulateur du recteur dans ce processus ont été largement débattus. Alors je le dis, sur ce point-là, je n'ai pas personnellement entière satisfaction de certains amendements qui ont été votés, notamment sur le rôle du recteur ou sur la capacité d'accueil des établissements, mais je crois qu'il serait bon d'aller en commission mixte paritaire pour trouver une articulation judicieuse entre autonomie des établissements et droit des élèves à être affectés dans les universités de leur choix. Pour ceci, le groupe La République En Marche votera malgré des réserves en faveur de ce texte pour qu'il se prolonge en discussion en commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Robert, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier à la fois la ministre, le rapporteur et toutes celles et tous ceux qui ont donc alimenté les débats dans notre hémicycle, parce que nous en avons eu et je trouve important qu'on ait pu, sur un certain nombre d'articles, qu'on ait pu avoir des débats de fond, même si, je vous l'avoue personnellement, mais peut-être est-ce partagé par certains, nous nous sommes parfois sentis un peu frustrés parce que nous aurions aimé aller plus loin dans la réflexion sur ces enjeux présents. Je ne reviendrai pas sur notre position qui privilégie bien sûr la question de l'orientation. Je dirais que c'est effectivement à travers l'examen du texte qu'on a perçu à la fois des lignes très fortes divergentes entre la droite sénatoriale et nous-mêmes, mais au-delà de ça, des logiques plutôt d'affectation que d'orientation, ce qui pour nous soulève de grandes réserves, réserves qui aussi se manifestent sur la question du budget pour mettre en forme dans de bonnes conditions cette réforme. Tout comme la temporalité, qui on a bien vu parfois, je ne dirais pas que c'est de la précipitation, et je comprends encore l'urgence de mettre en place cela par rapport à la rentrée qui arrive, mais parfois cela nécessite, ça aurait nécessité en tout cas de prendre un peu plus de temps pour mettre les acteurs vraiment du système dans l'appropriation de ces différentes mesures. Et enfin, pourquoi nous voterons contre ? Parce qu'il y a un fil rouge, en tout cas, ou une ligne rouge qui a été dépassée et qui est pour nous la question du recteur. L'amendement qui avait été déposé par le gouvernement sur le rôle du recteur et le fait qu'après dialogue, puisque c'est le mot de dialogue qui a été, nous aurions préféré finalement participation, enfin le texte initial, mais je pense qu'on aurait pu faire les deux. Mais je pense que sur un processus de dialogue avec les établissements, avec le recteur, je crois que le rôle du recteur, autorité de l'État, dans sa neutralité, dans son rôle de garant de l'équilibre du système, aurait dû être voté dans cet hémicycle, parce que c'est lui qui tient la clé de l'ensemble de ce système. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas voter le texte issu des rangs donc, du Sénat. Merci, chers collègues. Madame Mello, pour explication de vote.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants, République et Territoires souhaite saluer le travail réalisé par le Sénat sur ce projet de loi essentiel à la refondation de l'enseignement supérieur en France. Tout en regrettant que la plus grande partie de nos amendements n'ait pas été reprise, notre groupe souhaiterait remercier le gouvernement et le rapporteur du texte pour leur écoute et la cordialité de leurs échanges tout au long de la discussion. Ce projet de loi a permis d'appeler l'attention du gouvernement sur des sujets qui mériteront d'être approfondis lors de l'examen d'un prochain projet de loi sur la formation. Quelques-unes des mesures que nous préconisions étaient déjà satisfaites et je citerai la publication en ligne des statistiques des établissements d'enseignement supérieur, la mise en œuvre de conditions de scolarité et d'assiduité conditionnant le maintien de la bourse sur critères sociaux, le passage de l'âge limite des jeunes concernés par les actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer leur état de santé de 25 à 28 ans. Enfin, la possibilité pour les étudiants en formation à distance de réaliser un stage comme tous les autres étudiants, s'il justifie de 50 heures de formation. C'est un encouragement pour l'e-éducation. Le groupe Les Indépendants en République et Territoires votera pour le projet de loi et souhaite que tout soit mis en œuvre pour la modernisation de notre système éducatif afin que tous les jeunes trouvent leur place dans la société. Merci, chers collègues. J'ai encore deux demandes de parole de rapporteur et de la présidente de la commission. Merci, Président. En effet, en tant que rapporteur et à l'issue de ces 2 jours de travaux, je tenais à remercier les différents présidents et plus particulièrement notre présidente de commission, Catherine Morin-Desailly, qui a toujours su nous accompagner dans ces moments parfois difficiles, mais ô combien intéressants, ainsi que les présidents de séance et vous, Monsieur Delahaye, exactement. Je crois que les choses ont été dites par Monsieur Quesnel. Je crois que vous nous avez permis aussi d'avancer de manière efficace aujourd'hui, ainsi que l'ensemble de mes collègues, vous tous présents aujourd'hui, pour votre contribution à notre débat et à l'élaboration du texte du Sénat. Je sais que beaucoup ont d'autres engagements, mais ont su rester aujourd'hui et vraiment, je voudrais les remercier chaleureusement. Je tenais également à vous remercier tout particulièrement, Madame la Ministre, pour votre écoute. Nous avons travaillé avec vous et avec vos équipes, excellente équipe, en excellente intelligence, et je tenais à le saluer aujourd'hui, ainsi que nos administrateurs, que ce soit Olivier, Charlotte et Victor, qui ont fait un gros travail d'accompagnement avec vous et nous. Vous avez souhaité, Madame la Ministre, que le Sénat apporte sa marque à ce projet de loi. Je pense que ce soir, c'est chose faite. Nous y avons rappelé les grands principes auxquels nous sommes attachés, et tout particulièrement le souci de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Nous avons adopté des dispositifs marquants, notamment pour la définition du nombre de places dans les formations du premier cycle, l'autonomie de nos établissements dans la droite ligne de nos travaux sur les lois LRU de 2007 et l'enseignement supérieur et de la recherche de 2013. Vous avez noté qu'à aucun moment nous avons souhaité bouleverser le fonctionnement de Parcoursup, qui commence à être approprié par les futurs bacheliers et par leurs familles. C'est un esprit de responsabilité qui nous a animés. Nous ne pouvions plus longtemps les laisser dans le flou le plus complet. Nous avons tous collectivement intérêt à ce que la prochaine campagne d'affectation se passe pour le mieux, pour les 850 000 candidats qui s'y préparent. Bien sûr, nous avons rendez-vous en CMP. De cette CMP ressortira certainement un texte équilibré. Nous avons néanmoins des exigences dans le cadre de cette CMP et j'espère que vous répondrez aux exigences, en tout cas à nos exigences, mais également aux exigences de réussite de nos jeunes étudiants. C'est le souhait du Sénat ce soir. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la présidente de la commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, au terme de ces 2 jours de débat, je voulais aussi moi-même à mon tour remercier tous ceux qui ont participé extrêmement activement. Bien sûr, notre rapporteur, j'ai une pensée aussi pour Frédéric Gerbeau qui est reparti, mais qui était là au nom de la Commission des Affaires sociales. Et puis vous tous, mes chers collègues, et plus particulièrement, les autres me le pardonneront, ceux qui sont membres de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et qui travaillent avec assiduité et constance sur ce projet de loi depuis plusieurs semaines déjà. Madame la Ministre, je voudrais vraiment vous remercier au nom de notre commission parce que nous vous avons trouvé attentive, précise, à l'écoute
dans le cadre de ces débats où nous posions un certain nombre de questions, où nous avions des exigences en matière de réponse à des problématiques évoquées. De ce débat, nous ressortons renforcés et mieux informés également de la vision que vous avez de l'enseignement supérieur, de son devenir, et surtout mieux renseigner sur la vision que vous avez de l'avant, somme toute, puisque c'est un continuum, beaucoup de collègues l'ont expliqué, auquel il convient de s'intéresser. Vous l'avez remarqué, Madame la Ministre, nous avons abordé ce texte à la fois avec pragmatisme et exigence. Pragmatisme, compte tenu du contexte d'urgence dans lequel nous devions légiférer pour donner aux jeunes la possibilité de pouvoir tranquillement et sereinement envisager leur intégration rapide dans un parcours de l'enseignement supérieur, compte tenu, comme chacun sait, du fait que le caractère juridique entourant la PBC est effondré, il faut bien donc avancer, et en même temps une forme d'exigence dans l'idée que nous allons poursuivre ensemble tout le travail de fond qui est absolument nécessaire. L'orientation, c'est le sujet qui nous préoccupe le plus, au plus haut point, ici dans cette Assemblée. D'ici quelques semaines, d'ailleurs, nous aurons le texte sur l'apprentissage, qui renvoie toujours à la même préoccupation que nous avons de la réussite pour notre jeunesse, pour l'épanouissement personnel de chaque jeune, pour la perspective de s'insérer dans la société, de pouvoir trouver un travail. Donc c'est un sujet qui est bien sûr devant nous. Juste une petite remarque, Madame la Ministre, il y a peut-être deux idées que nous devrions garder à l'esprit. C'est que nous sommes dans un monde qui évolue extrêmement vite à la faveur de la mutation numérique. Nous ne savons pas ce que sont en réalité les métiers de demain. Donc ça veut dire que nous devrons rester agiles, adaptables, et que tout ça nous conduit à un travail constant, et que la notion de formation, finalement, on a beaucoup parlé de formation initiale, mais je crois qu'il faut s'inscrire dans un processus de formation continue tout au long de la vie. Les métiers changeront, on exercera peut-être plusieurs métiers au cours d'une vie, donc il faut vraiment contribuer à la formation de nos jeunes de manière à ce qu'ils puissent trouver les voies de cet épanouissement et cette adaptation à ce que j'appelle aujourd'hui, comme tout à chacun, l'économie de la connaissance. C'est notre impérieux devoir que de veiller à cela. Alors, bien sûr, nous l'avons dit, le texte va encore quelque peu évoluer à faveur de la CNP. Il va falloir trouver des points d'équilibre. J'en vois deux, ils ont été évoqués par plusieurs collègues. Le processus final d'affectation, recteur, chef d'établissement, nous trouverons les voies, je pense, d'un équilibre qui rassurera tout le monde. Et puis cet équilibre dans ce qui est la finalité de l'enseignement, à la fois des savoir-être et des savoir-faire, à la fois également la voie de l'épanouissement personnel, et en même temps la garantie, bien sûr, qu'on aura des débouchés professionnels pour pouvoir, encore une fois, s'insérer dans le monde de demain. Donc le travail est encore devant nous, nous avons encore quelques jours pour réfléchir tous ensemble. En tout cas, merci encore une fois, Madame la Ministre, de ces débats extrêmement précieux, et je crois qu'ils ont fait que le niveau d'exigence était au rendez-vous pour pouvoir avancer ensemble. Merci Madame la Présidente. Donc je vais mettre aux voix. Alors j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. On va essayer de faire un meilleur scrutin que tout à l'heure. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par le règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 62 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 322. Pour l'adoption 230, contre 92. Le Sénat a adopté. Voilà donc pour l'examen du projet de loi orientation et réussite des étudiants, un texte que le Sénat a adopté hier soir. Ce projet de loi supprime le tirage au sort après avoir prévu bien sûr une meilleure prise en compte des débouchés. Le texte vise aussi à réduire le taux d'échec en première année de faculté. Il valide également la nouvelle plateforme d'inscription Parcoursup, une plateforme accusée par la gauche, par l'opposition, d'instaurer la sélection à l'entrée de l'université. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.